Bonjour à tous, il est 12h42, soyez les bienvenus sur CNews. Avant de développer les titres qui font l'actualité de ce lundi, je vous présente mes deux invités. Tout d'abord Isabelle Florennes, bonjour, députée MoDem de la 4e circonscription des Hauts-de-Seine, soyez la bienvenue. En face de vous, Geoffroy Boulard, bonjour, vous êtes maire du 17e arrondissement de Paris, secrétaire départemental Les Républicains à Paris, soyez également le bienvenu. Et dans l'actualité, tout d'abord un chiffre, 1 million d'euros, c'est le montant du butin dérobé d'un véhicule de transport de fonds ce matin en Seine-Saint-Denis. Aucune trace du conducteur à l'heure actuelle. Le fourgon lui a été retrouvé quelques rues plus loin à Aubervilliers. Nous y reviendrons bien évidemment. Les moniteurs d'auto-école sont eux en colère. Ils manifestent aujourd'hui contre la réforme du permis de conduire sur le périphérique parisien, mais aussi à Bordeaux, Nice ou encore Marseille, et plus particulièrement contre l'ubérisation de leur profession, et notamment ces plateformes en ligne qui mettent en relation profs et élèves. Et puis c'est à partir d'aujourd'hui que le projet de loi pour une école de la confiance est débattu à l'Assemblée, porté par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Parmi les changements qui pourraient avoir lieu dès la rentrée prochaine, l'abaissement de l'instruction obligatoire des 3 ans contre 6 ans actuellement. Et puis en colère aussi les maires, après 13 samedis de mobilisation. Nous y reviendrons bien évidemment avec nos invités. 10 élus de grandes villes regroupés dans l'association France Urbaine réclament une réunion d'urgence avec Édouard Philippe et surtout des mesures d'exonération de charges et d'impôts. Et ouvrons à présent une page justice pour vous dire que cette semaine, 2 procès vont se tenir en lien avec les manifestations des Gilets jaunes. Celui du boxeur Christophe Détinger, tout d'abord, mis en examen pour violence volontaire en réunion sur personne dépositaire de l'autorité publique. Procès aussi de l'un des leaders du mouvement, Éric Drouet, pour organisation, le voilà Éric Drouet, d'une manifestation sans autorisation. Que risque-t-il? Élément de réponse avec Jean Chamoulot. Une séquence tristement connue où l'on voit un homme, Christophe Détinger, frapper violemment et à plusieurs reprises un gendarme lors de la 8e journée de mobilisation des Gilets jaunes. Depuis, l'ancien boxeur est en détention. Il s'était rendu de lui-même à la police 48 heures après les faits. Mis en examen pour violence volontaire en réunion sur personne dépositaire de l'autorité publique, il risque 7 ans d'emprisonnement. Son procès se tiendra ce mercredi 13 février. Autre procès, celui de Éric Drouet, figure médiatique des Gilets jaunes. Le chauffeur routier doit être jugé le 15 février au tribunal correctionnel de Paris pour organisation d'une manifestation sans autorisation. Le Gilet jaune risque une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Il sera de nouveau jugé le 5 juin pour port d'armes prohibé et participation à un groupement formé en vue de violence ou de dégradation lors de la manifestation du 22 décembre dernier. Son avocat, Kéops Lara, dénonce une atteinte à la liberté de manifester. Alors, on va en reparler avec nos invités. Donc, Isabelle Florennes, tout d'abord. Geoffroy Boulard réagira ensuite. Sur ces procès, donc c'est un samedi sans fin qui dure depuis le 17 novembre maintenant. Sur ces procès en particulier, Christophe Détinger, lui, s'est excusé. Il y aura aussi le procès d'Éric Drouet qui, lui, appelle souvent, de plus en plus, à l'insurrection. Votre avis là-dessus ? Écoutez, d'une part, pour Christophe Détinger, il y a eu violence, les images ont été choquantes et il faut une réponse. Il y a une réponse judiciaire à apporter et donc pas de commentaires à faire particulièrement sur le procès. Mais en tout cas, ces images nous ont suffisamment choqués et cette violence, effectivement, il s'excuse. Après, la défense sera présente pour faire part que les choses soient bien établies de façon équitable, mais en tout cas, la violence doit être punie et on en a vu trop ces derniers temps durant les manifestations. D'autre part, il y a des règles aussi pour manifester. Elles doivent être encadrées, ces manifestations, et surtout, elles doivent être déclarées. C'est important. Si on a vu cette dérive de violence, c'est parce que aussi... il y a eu un retour aux manifestations non déclarées ce week-end. Tout à fait. Et c'est dommageable et c'est effectivement aussi déplorable. Geoffroy Boulard, sur l'organisation de ces 2 procès, qu'en pensez-vous ? C'est bien que les gens soient punis, mais il faudrait peut-être plus aussi que les gens soient punis du côté de ceux qui sont blessés. Quel est votre avis là-dessus, votre sentiment général ? Mon sentiment, c'est que l'autorité de la République, elle doit être réaffirmée à travers ses procès. Je ne suis pas juge, donc ce n'est pas à moi de juger, mais je pense qu'on a besoin d'exemplarité dans les sanctions, dans les peines. On a entendu en décembre un certain nombre de personnes interpellées et le gouvernement se félicitait du nombre d'interpellations avec au final très peu de peines fermes.
beaucoup de sursis, très peu de mise à l'épreuve. Moi, j'attends des peines exemplaires et qu'on éventuellement utilise les travaux d'intérêt généraux pour toutes ces personnes qui ont cassé du mobilier urbain. Vous êtes d'accord avec ça, Isabelle? Oui, sur les travaux d'intérêt généraux, oui. J'appartiens à la commission des lois. On travaille beaucoup sur cette question des peines alternatives. Et effectivement, c'est une solution qui me paraît être envisageable et intéressante dans ce cas. Alors, il faut les médiatiser. L'Arc de Triomphe qui a été souillé, on n'a pas retrouvé les personnes. Moi, je pense que notre société, elle serait très intéressée, et l'opinion en tout cas serait intéressée de savoir qui a fait. Et qu'on montre les personnes, qui, comme on le fait dans d'autres pays d'ailleurs, en Angleterre, dans les pays anglo-saxons, c'est assez peu dans notre tradition, mais je crois qu'on a besoin de réaffirmer cette autorité de l'État, de montrer que la justice, elle passe. Évidemment, il faut que ce procès soit équitable, mais ça, j'ai aucun doute sur le traitement réservé par la justice à ces casseurs. Il y a beaucoup trop de casse aujourd'hui, il y a beaucoup trop peut-être d'impunité. Moi, je demande à ce que l'État, en tout cas, mette les moyens pour interpeller les fauteurs de troubles, les vrais fauteurs de troubles, et que la justice ensuite les sanctionne de manière exemplaire. L'autorité doit être réaffirmée. On ne peut pas laisser des semaines entières Paris comme ça, tous ces quartiers mis à sac par des casseurs qui sont des ennemis de la République, qui ne sont pas du tout venus pour défendre la cause des Gilets jaunes. Je crois que là, ça suffit. Il faut cesser la fin, même pas de la récréation, mais du désordre. On est en train d'organiser le désordre. Et le gouvernement... Et des deux côtés aussi, quand on pense aux blessés, par exemple à Jérôme Rodriguez, qui a eu un œil blessé, les forces de l'ordre doivent être aussi punies. C'est ce que vous... Attendez, là, il y a une enquête, oui, il y a une enquête, qui doit bien être sûr. menée. Est-ce que l'usage était approprié? Je dirais qu'il faut que ce soit équitable dans les deux sens. Si il y a l'inspection de la police nationale est capable de tout à fait de mener une enquête et de suspendre des policiers qui auraient fait usage, je dirais, un usage mal approprié de leurs armes ou de leurs équipements. Mais le sujet aujourd'hui, c'est quand même pas les policiers qui agressent. Ne renversons pas les choses. Ce ne sont pas les policiers qui agressent les manifestants. On est dans de la provocation, on est dans l'encasse. Oui, mais attendez, il faut juste replacer les choses. On a des groupuscules qui viennent en découdre. Je l'ai vu dans le 17e et c'était le cas devant l'Assemblée nationale ce week-end. Vous les avez vus dans le 17e, c'est ça? Pas ce week-end, on a vu en décembre. Mais moi, je suis solidaire du maire du 15e arrondissement parce qu'ils ont été particulièrement touchés ce week-end, avec ce sentiment un peu d'abandon, parce que les forces de l'ordre n'avaient peut-être pas pris en compte le côté un peu novateur pour 2019 de ces organisations et de ces manifestations qui n'étaient pas déclarées. On en a parlé à l'instant, c'est plus difficile. Mais maintenant, on a un peu de recul. En décembre, c'était le cas. Donc aujourd'hui, il faut les moyens et il faut faire cesser. Il faut faire cesser ces manifestations. Donc ces projets de loi anti-casseurs? Oui, c'est une réponse, mais on a bien vu qu'elle avait été édulcorée. Et en France, on a toujours envie de recréer des lois, de voter des lois, alors que ça existe des lois qui permettent de punir les attroupements. Tout ça fait partie du code pénal. Appliquons déjà la loi. Faisons appliquer cette loi. Plutôt que de recréer des lois, et je parle devant la présidente de la commission des lois, ou membre, pardon, qui ne dira pas le contraire. Il y a des lois, faisons-les appliquer. Il y a tout l'arsenal qui existe pour le faire. Alors, on a rajouté la loi anti-casseurs, très bien. PPL, mais allons-y. Du président Isabelle Florennes, donc membre de la commission LR, du président Retailleau. C'est pas vous la trouvez aussi édulcorée ou non, édulcorée, non, il fallait l'encadrer. Il y avait quand même un certain nombre de demandes d'encadrement. D'une part, l'article 1 sur les périmètres et l'instauration de périmètres de fouilles, qui est une bonne chose. Sur l'article 2, il y a une discussion sur les condamnations donc, au préfet d'interdire des manifestations à des gens qui auraient des raisons sérieuses, en tout cas qui auraient appelé à la violence. Nous souhaitons au mouvement démocrate un encadrement législatif plus contraint avec la possibilité de personnes qui aient été condamnées ou qui soient en cours de procédure par l'autorité judiciaire, qui nous semble être un encadrement souhaitable. Enfin, nous instaurons quand même un allègement dans la procédure de déclaration de manifestation qui permet de mieux encadrer ces
ces manifestations. En tout cas, c'est une loi qui a été votée par votre groupe, les Républicains, et qui nous semble aller dans le bon sens. Elle n'arrivera finalement à être définitivement votée qu'au mois d'avril. En attendant, il y a une réponse de toute façon à apporter à une nouvelle forme, à un nouveau type de manifestation. Les Gilets jaunes en font partie. Ce type de désordre aussi en manifestation et n'est pas nouveau à Paris. On l'a bien vu avec les manifestations du 1er mai et avec ces violences des groupes qu'on appelle Black Bloc qui sont manifestés. Donc on est face, et la police est face à un nouveau type de manifestation. Le ministre de l'Intérieur nous a annoncé, notamment en commission des lois, qu'il réfléchissait à une nouvelle stratégie aussi, une nouvelle politique de maintien de l'ordre. Elle est nécessaire, il faut s'adapter aussi à ces formes de violences nouvelles en manifestation et dont souffre effectivement de façon importante la ville de Paris. Alors, on va justement en reparler. Geoffroy Boulard et Isabelle Florennes, vous restez avec nous. On va parler de l'appel au secours qui est lancé aujourd'hui par l'association France Urbaine, une association qui réunit des élus des grandes villes et des métropoles, qui demande une réunion d'urgence à Édouard Philippe pour des indemnisations, pour des exonérations de charges également. On va écouter Damien Fleureau qui nous dit, est-ce que l'État pourrait, qui répond à la question, est-ce que l'État pourrait prendre en charge justement cette demande ? C'est ce que demandent ces maires des grandes villes de France. On peut citer Nantes, Rennes, Rouen, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Saint-Étienne ou encore Paris. À Paris, par exemple, dans l'entourage d'Anne Hidalgo, on a chiffré les dégâts, notamment sur le mobilier urbain, mais pas uniquement sur la voirie. Le coût des équipes mobilisées pour nettoyer la voirie après le passage des cortèges de Gilets jaunes. Cette somme atteint quasiment 10 millions d'euros depuis le début des manifestations de ces Gilets jaunes pour la capitale. C'est le contribuable parisien qui va payer, me disait ce proche de la maire de Paris, si l'État ne vient pas en aide avec, par exemple, des exonérations de charges ou avec la mise en place d'un fonds spécial, d'une dotation très particulière. C'est pour cette raison que l'association demande à être reçue par le Premier ministre, mais également par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, par la ministre en charge de la cohésion des territoires, également Jacqueline Gourault, l'association France Urbaine, qui n'est pas une association politique, mais qui souhaite que l'État s'engage et réponde au plus vite. Il y a encore des appels à manifester dans les prochains jours, les prochaines semaines. Cela risque de ne pas s'arrêter tout de suite, en tous les cas pas avant la fin du débat. Il demande donc un entretien d'urgence avec l'État. Alors, des maires qui sont en colère, Geoffroy Boulard, Damien nous le disait, 10 millions d'euros pour Paris. Je prends l'exemple aussi de Saint-Étienne. Le maire Gaël Perdriau estime que les Gilets jaunes ont causé environ 1 million d'euros de dégâts sur l'espace public qui devront être financés par la ville. Est-ce que la réponse tarde à arriver ? Écoutez, on en a déjà parlé avant Noël. Donc tout ça, on est en train de ressasser des choses qui ont déjà été demandées par les maires. Les dégâts sur l'espace public, le mobilier urbain, les abribus qui sont attaqués par des casseurs. Les abribus, c'est pas un symbole politique, c'est pas un symbole du capitalisme. On est dans la casse. Moi, je dis simplement, ça s'arrête quand ? On en a marre, 4000 seulement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous ? Non, mais il y a un moment donné, l'État doit répondre. La réponse politique, elle tarde. Alors il y a le grand débat. Donc on nous dit maintenant que les manifestations, on en a au moins jusqu'au 15 mars. Mais l'exaspération, elle est très forte chez les Parisiens. Tous les quartiers sont concernés, que ce soit l'Est, le Centre, l'Ouest, tous les quartiers. Vous aussi dans le 17e ? On a été très concernés, notamment avant Noël. On a eu un retour pendant les périodes de soldes. Les commerçants avaient besoin de se refaire un peu la cerise. Mais je peux vous dire que ça a perturbé début janvier les soldes. Donc à un moment donné, l'État doit d'abord garantir la sécurité des Parisiens. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'institutions républicaines dans Paris. La capitale les héberge. Mais à un moment donné, c'est l'État aussi qui doit aider la commune à prendre en charge un certain nombre de dégâts liés à des manifestations plus ou moins autorisées. Mais je rappelle que le maintien de l'ordre, ça n'est pas du domaine communal. C'est du domaine du gouvernement. Et la réponse politique doit permettre de faire baisser ce niveau de violence. C'est intolérable d'entendre qu'on va devoir attendre jusqu'au mois d'avril. Mais c'est absolument intolérable. Il faut se remettre en cause. Et je ne voudrais pas qu'on utilise ces images de casse à des fins politiques. Parce que derrière 4000 personnes, on est capable d'aller les chercher, les 4000 personnes. Toutes d'ailleurs ne sont pas des casseurs. Je tiens à dire que les violences, elles sont en marge
du mouvement des Gilets jaunes et qu'on utilise le mouvement des Gilets jaunes qui exprime une colère sociale légitime qui doit se faire entendre. Il y a un grand débat national. On y participe à Paris avec d'autres maires d'arrondissement. Je le ferai cette semaine et la semaine prochaine. Mais à un moment donné, la réponse politique, elle doit arriver. Vous allez le faire mercredi, je crois, c'est ça ? Exactement. On ne peut pas gagner du temps. Il y a urgence à arrêter ces scènes qui ruinent l'image de notre pays et de notre capitale à l'étranger. Isabelle Florennes, comment on arrête ces scènes, justement, par une réponse politique ? Vous trouvez que c'est... est-ce que les décisions sont rapides ? 2 mois, 2 mois et demi ? Est-ce que c'est trop long face à une crise majeure depuis la Seconde Guerre mondiale ? Alors, c'est important qu'il y ait un débat. C'est une chance qu'il y ait ce débat et que les Français puissent se réunir. Moi-même, je participerai à 4 débats cette semaine. C'est une bonne chose. Aussi. Moi, je suis aussi convaincue qu'il faut que l'exécutif... d'ici le 15 avril, mettre des propositions déjà sur la table. Et que nous avancions et que l'échéance effectivement du 15 avril, j'ai eu l'occasion et nous avons été certain nombre de parlementaires à le dire, c'est bien de débattre. Il y a déjà un certain nombre de choses, de sujets qui émergent depuis le mois de décembre. Avant la fin du grand débat, il faudrait faire déjà... Je pense mettre des propositions en discussion. Nous, au Mouvement démocrate, on en a sur l'indexation des retraites, on en a sur la politique sociale en général. On avait une proposition différentes sur l'ISF. En tout cas, il y a déjà des sujets qui émergent. La date du 15 avril est lointaine. Il faut discuter et des solutions et de la façon dont on va les traiter. Effectivement, il y a la question du référendum. Il y a aussi la question de projets parlementaires à mettre en débat devant le Parlement. Tout ça, ça se prépare. Ça nécessite effectivement un travail de préparation avec l'exécutif. Donc, il est souhaitable d'avoir aussi cette discussion pour nous, parlementaires, avec l'exécutif, pour mettre fin. Effectivement, je suis d'accord avec monsieur le maire, ces violences sont maintenant inacceptables. Elles dévoient complètement le mouvement initial des Gilets jaunes, qui était un mouvement pour certains et pour la plupart sincères, et qui se retrouvent maintenant finalement, disons, mêlés à ces violences quotidiennes, enfin pas quotidiennes, hebdomadaires que nous retrouvons dans ces manifestations. Merci Isabelle Florennes et Geoffrey Boulard. Vous restez avec nous. On va vous faire tout de suite un petit rappel des titres de l'actualité de ce lundi, avec tout d'abord un chiffre, 1 million d'euros. C'est le montant d'un butin à dérober d'un véhicule de transport de fonds ce matin en Seine-Saint-Denis. Aucune trace du conducteur à l'heure actuelle. Le fourgon lui a été retrouvé quelques rues plus loin, à Aubervilliers. Nous en parlerons dans un instant avec Sandra Buisson, journaliste au service police-justice de CNews. À tout de suite, Sandra. Les moniteurs d'auto-école en colère, ils manifestent aujourd'hui contre la réforme du permis de conduire sur le périphérique parisien, mais aussi à Bordeaux, Nice ou encore Marseille. Et plus particulièrement contre l'ubérisation de leur profession, et notamment ces plateformes en ligne qui mettent en relation profs et élèves. Et puis c'est à partir d'aujourd'hui que le projet de loi pour une école de la confiance est débattu à l'Assemblée, porté par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Parmi les changements qui pourraient avoir lieu dès la rentrée prochaine, l'abaissement de l'instruction obligatoire des 3 ans contre 6 ans actuellement. Et je vous le disais en titre, 1 million d'euros ont été dérobés d'un véhicule de transport de fonds ce matin. Ça s'est passé en Seine-Saint-Denis. Aucune trace du conducteur à l'heure actuelle. Sandra Buisson, je me tourne vers vous. Que sait-on à l'heure actuelle ? On sait que tout ça s'est déroulé vers 6 h du matin. C'était le début de la tournée pour ces 3 convoyeurs de fonds. Un conducteur donc de transport de fonds dépose 2 de ses collègues devant une banque où ils doivent intervenir. Et quand ils ressortent de cette banque, eh bien, le fourgon a disparu. Il sera retrouvé quelques rues plus loin seulement, toujours à Aubervilliers. Là, la camionnette est vide de son occupant. Le conducteur a disparu et une partie de la cargaison aussi. On évalue le préjudice à environ 1 million d'euros pour l'instant. Alors 2 scénarios possibles. Un scénario à la Tony Musulin, c'est-à-dire un scénario qui voudrait que le conducteur soit parti avec une partie de la cargaison. Vous vous rappelez, en novembre 2009, Tony Musulin, lui, était parti avec 11 millions d'euros, mais certaines sources nous conseillent de rester prudents. Aucune piste n'était écartée, pas même celle du conducteur victime d'un braquage notamment. Et c'est ce que les enquêteurs vont tenter de déterminer. C'est la BRB, la Brigade de répression du banditisme, qui est chargée de l'enquête sous l'autorité du parquet de Bobigny.
Merci infiniment Sandra Buisson pour toutes ces explications. Je vous le disais en titre, les moniteurs d'auto-école sont en colère. Ils manifestent aujourd'hui un peu partout en France, à Paris, Bordeaux, Nice ou encore Marseille. À Paris, ils ont mené ce matin une opération escargot. Je vous propose d'écouter certains moniteurs d'auto-école venus manifester ce matin au micro de Samy Sfaxi et d'Olivier Gangloff. Bien sûr pas d'accord avec ce qui se passe avec le gouvernement en ce moment. On est en train de nous prendre notre travail, quoi. On s'aperçoit qu'il y a quand même des élèves qui arrivent, qui se sont inscrits sur Internet, qui ont passé leur code, donc de façon individuelle. Ils ne se sont pas formés en fait. Ils ont juste appris des cours comme ça sur Internet pour passer leur code. Si on est formé au rabais, c'est-à-dire que dans ce cas-là, si on dit la sécurité routière, on fait tout pour en sorte qu'il y ait moins de morts sur la route. Si au fur et à mesure du temps, les gens sont formés n'importe comment, il va se passer quoi? On va avoir des gens qui vont conduire n'importe comment sur la route. Et c'est aujourd'hui aussi que le projet de loi pour une école de la confiance, proposé par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, est discuté à l'Assemblée nationale toute la semaine. Un projet de loi qui s'attaque à plusieurs chantiers, l'école obligatoire des 3 ans, l'assouplissement des cours au collège, l'amélioration de la formation des enseignants. Les précisions, elles sont signées Fanny Veil. Premier point important de cette loi pour une école de la confiance, l'école sera obligatoire à partir de 3 ans contre 6 aujourd'hui. La mesure ne concernera que 26 000 enfants à la rentrée prochaine, car l'écrasante majorité des 3 à 5 ans sont déjà scolarisés. Au collège, cette fois, le volume horaire des cours pourrait être assoupli. L'objectif est de favoriser des expérimentations. Par exemple, concentrer les matières classiques le matin et dédier les après-midi au sport et à la culture, comme au Royaume-Uni ou en Allemagne. Le projet de loi renforce aussi le rôle des surveillants. Ils pourront à l'avenir se voir confier des missions d'enseignement rémunérées dès leur 2e année de licence, à condition de préparer en parallèle les concours au métier d'enseignant. Des professeurs pour qui la formation sera améliorée. L'article 1er du projet de loi rappelle aussi leur devoir d'exemplarité. Certains professeurs y voient la volonté de réduire leur liberté d'expression, alors que des mouvements comme les stylos rouges ou Pas de vague ont émergé fin 2018 sur les réseaux sociaux, dans le sillage des Gilets jaunes. Et on en parle justement avec Geoffroy Boulard et Isabelle Floren de ce projet de loi École de la confiance. Geoffroy Boulard, c'est une bonne chose d'abaisser, alors par exemple je prends l'âge de 6 ans obligatoire à 3 ans, peut-être dès la rentrée prochaine. Est-ce que ça vous semble une bonne chose? Ça devrait concerner, il y a 98,9% des élèves entre 3 et 6 ans qui sont déjà scolarisés. Ça va participer notamment à Mayotte et en Guyane où ces taux sont toutefois plus bas. 80%, ouais, ils sont moins scolarisés dans les territoires d'outre-mer. Donc, 70-80. Voilà, je pense que c'est plutôt l'objectif du ministre. Hein. Sinon, en France, on est à 98,4%. Donc, on est déjà, les 3-6 ans sont globalement scolarisés. Donc, je crois que ça va plutôt dans le bon sens et c'est important. Et sur le temps qui sera consacré peut-être plus l'après-midi à des activités comme l'art plastique ou le sport par rapport à ce qui se fait d'ailleurs au Royaume-Uni ou en Allemagne, ça c'est une bonne chose? Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et globalement, tout ce qui touche aux savoir-faire fondamentaux et puis à redonner confiance, notamment aux corps enseignants dans l'école de la République et aux parents. Je trouve que tout ça est positif. Le retour aux fondamentaux, l'éducation, c'est la transmission d'un savoir et c'est aussi le fait de lier les enfants entre eux. C'est important parce que c'est la société de demain qu'on construit. Et donc, voilà. Moi, je dis simplement que tout projet de loi en matière d'éducation, c'est toujours sensible. Oui, c'est un gros chantier, l'école. Ouais. Et qu'il faut le faire avec le corps enseignant. Ça, c'est essentiel. Ça doit être concerté avec le corps enseignant. On ne peut pas prendre des mesures comme ça, sans échange, sans concertation, avec ceux qui font l'école de la République, c'est-à-dire les enseignants, qui sont ces passeurs de la transmission. Ce projet de loi École de la confiance, vous allez le voter? Vous êtes d'accord avec l'ensemble du projet de loi? Le mouvement démocrate, oui, le groupe auquel j'appartiens, on soutient ce projet parce qu'effectivement, il va sur un certain nombre de choses qui ont été rappelées sur les scolarisations et surtout sur la question qui me semble importante de l'expérimentation, des assouplissements d'utilisation d'enveloppes horaires, notamment pour les collèges. Moi, tout ce qui va dans le sens d'un assouplissement et de développer des projets pédagogiques dans les écoles
écoles ou dans les collèges et de laisser une certaine liberté aux enseignants, pour nous, va dans le bon sens. Moi, j'ai juste une petite alerte parce que nous appartenons au rectorat de Versailles sur le recrutement des enseignants. Et c'est un vrai sujet en région parisienne. J'ai alerté le ministre plusieurs fois sur ce sujet, et notamment en question au gouvernement, sur l'attractivité du métier d'enseignant, notamment au premier degré. Il y a moins de vocations d'enseignants, vous le ressentez ? Bien sûr, parce qu'en région parisienne, ils sont confrontés, vous le savez bien, au coût notamment du logement. Je le vois dans ma circonscription, très très difficile de se loger pour un enseignement au démarrage de carrière avec un salaire faible. Et donc la question se pose, puisque effectivement nous avons moins d'enseignants titulaires dans des zones où parfois nous avons un public en situation de fragilité scolaire, et qu'il y a vraiment un travail, là je suis d'accord, je vous rejoins, à mener en concertation avec les enseignants sur une amélioration des salaires, je crois, aussi de la qualité des ressources humaines. Je ne sais pas, c'est être enseignant 30 ans dans sa vie, c'est souhaitable. Est-ce qu'il ne faut pas une meilleure politique de ressources humaines ? Je sais que le ministre y travaille, je l'encourage à travailler, je sais que ça va prendre du temps. Meilleure politique, c'est-à-dire de ressources humaines concrètement ? Permettre des évolutions, des passages d'une fonction publique à l'autre, d'un métier à l'autre, en tout cas l'encourager. Pourquoi nous, dans nos métiers, nous pouvons avoir ces passerelles et que les enseignants n'aient pas suffisamment de perspectives de carrière. En tout cas, je plaide avec mon groupe pour cela et pour attirer de nouveaux enseignants. On en manque cruellement en région parisienne. Merci Isabelle Floren, merci Geoffroy Boulard d'avoir donné votre avis sur ces thèmes différents d'actualité. On va maintenant parler de Jean-Michel Blanquer qui est actuellement depuis ce matin avec Sophie Cluzel. Et ils sont chargés de politique. Il s'agit pour eux de savoir comment mieux intégrer, ça c'est un autre volet en marge de cette loi école, comment mieux intégrer les enfants en situation de handicap. Ils avaient engagé en octobre une grande concertation qui avait mobilisé plus de 120 participants. On va retrouver tout de suite Marie Aubazac en duplex de l'auditorium Fontenoy à Paris. Marie, qu'y a-t-il dans ce rapport pour une école plus inclusive ? Alors il y a plusieurs propositions. L'objectif principal, évidemment, c'est de mieux accueillir ces enfants en situation de handicap à l'école pendant 4 mois. Il y a donc une grande concertation avec des parents d'enfants en situation de handicap, mais aussi des associations et des accompagnants. Aujourd'hui, il y a 350 000 élèves en situation de handicap contre 100 000 en 2006. C'est donc un progrès, a expliqué Jean-Michel Blanquer, mais il veut à terme parvenir à une école pleinement inclusive. Plusieurs propositions ont donc été faites. D'abord, concernant les familles, pour mieux prendre en compte leurs besoins et leurs attentes, il y aura un contrat de confiance qui va être passé avec elles, a annoncé le ministre de l'Intérieur. Il leur sera notamment remis un plan de scolarisation précis concernant leurs enfants. Il y a aussi une simplification administrative qui est prévue et chaque enfant désormais pourrait bénéficier sur une longue période d'un accompagnement, alors que jusqu'à présent, chaque famille doit sans cesse renouveler cette demande. Autre axe évoqué, celui concernant les accompagnants pour qu'ils soient mieux formés, que leur travail soit valorisé. 12 000 postes vont être créés cette année et ce sera dès la rentrée 2019 la fin des contrats aidés. Enfin, dernier chantier qui a été évoqué, la création de différentes structures sur tout le territoire français, des pôles inclusifs d'accompagnement. 2 structures existent déjà dans le Vaucluse et dans les Alpes-Maritimes de manière expérimentale, et dans ces structures, tout est fait pour prendre en charge au mieux l'organisation de l'accompagnement de chaque enfant en situation de handicap sur le temps scolaire, mais aussi sur le temps périscolaire, avec des spécialistes qui sont sur place dans chaque établissement, des kinés, des psychologues ou encore des orthophonistes qui peuvent donc prodiguer des soins dans les établissements. Et ces mesures, elles seront donc mises en place pour certaines dès la rentrée 2019 et intégrées plus tard donc au projet de loi qui concerne l'école de confiance, présenté, débattu cet après-midi à l'Assemblée nationale. Merci Marie Aubazac avec Karima Benamrouche derrière la caméra. À suivre la Chronique Éco avec une alliance franco-australienne record. C'est la Chronique Éco d'Éric de Ritmaten.